Hotep, Shalom, Salam, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la balance commerciale chinoise ou que le goût du western dans la bouche de Donald Trump, l'homme qui adore les bras de fer. Prenez place, veuillez m'excuser pour ce décalage. La parentalité a ses raisons que la ponctualité ignore, pourrait-on dire. Quoi qu'il en soit, ce soir, nous allons aborder une thématique qui a un peu secoué les réseaux sociaux, même plus qu'une thématique d'ailleurs, une actualité, un boycott des afros par d'autres afros. Je crois que historiquement, on n'a encore à ce jour jamais assisté à un pareil spectacle, quoique, à bien y regarder, en Afrique du Sud, les Sud-Africains afro avaient eu maille à partir avec certains immigrés locaux, notamment les Nigérians. Mais bon, derrière cette thématique, il y a beaucoup à en dire. Enfin, on va essayer, comme de coutume, d'être synthétique, pédagogue avant tout, et participatif. Prenez place tout ce temps que vous êtes, avec sourire. Inutile de préciser que je mise, comme d'habitude, sur votre attention, votre pertinence, et par-dessus tout, sur votre intransigeance intellectuelle. N'hésitez pas, au besoin, à me bousculer, à me soumettre des questions que je ne manquerai pas de lire et de partager. Ah, tout de suite, Baby Doll, oh là là, quelle déclaration fracassante, remplie d'optimisme. Je pense qu'on n'y arrivera jamais. Mais justement, nous allons voir le on. De qui s'agit-il? On. Est-ce que la seule couleur de peau suffit à constituer un on? C'est tout l'enjeu, notamment de la discussion d'aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu que j'ai déjà eu à soulever à maintes reprises. Un sujet de cette importance ne peut pas être traité en un one-shot, cela va de soi. C'est un sujet dont beaucoup n'ont pas encore conscience. Nous allons essayer d'expliquer aux plus jeunes, ou du moins aux moins aguerris, ce qu'il en est de la question raciale. Qu'est-ce qu'elle renferme? Est-ce qu'elle renferme une réalité? Est-ce qu'on peut trouver à la question raciale une solution raciale? Ou au contraire, est-ce qu'il faut voir dans cette question raciale une forme de piège qui a vocation à nous enfermer dans une impasse? Donc en clair, est-ce que l'identité collective fondée sur la couleur de peau, dans laquelle on nous a, quand je dis on, le reste du monde nous a enfermés pour des raisons économiques, esclavage, colonisation, est-ce aujourd'hui, à l'aube d'une véritable renaissance qui est déjà en marche, est-ce aujourd'hui pour nous un moteur, ou devons-nous y voir un véritable handicap qui nous empêche de percevoir le monde dans sa complexité, et notamment qui nous empêche de prendre en considération les autres critères d'appartenance identitaire que sont déjà l'espace de vie, le territoire, la langue, la religion, la classe sociale. Merci pour celles et ceux qui ont du goût, qui soulignent mon souci esthétique, vous savez très bien. Mais je crois que je vais consacrer plusieurs lives à l'élégance, qui est bien plus qu'un accessoire, qui est bien plus qu'un outil d'apparat, au contraire, qui s'inscrit dans une véritable dynamique révolutionnaire. Je porte l'élégance comme Poutine porte les ogives nucléaires.
si je dois à peu près résumer. Ce n'est pas l'objet du jour. C'est pas l'objet du jour. Néanmoins, si ça peut vous inspirer, j'en suis heureux. Si ça peut vous réjouir, encore plus heureux. Je vais encore attendre quelques instants. Le temps que mon ego soit pleinement satisfait. Le temps, autrement dit, que la barre, on va dire, des 50 paires d'oreilles et des 50 cerveaux avisés soit bien installée. Même si, dois-je encore et encore le redire, ne confondons pas quantité et qualité. Surtout pas. Surtout pas. Alors, j'étais plutôt optimiste, mais quand je vois tout ce qui se passe, je suis résigné. Alors, nous allons voir justement la place de l'optimisme, du pessimisme, de la résignation, de la résilience. Toutes ces notions d'ordre psychologique qui sont fondamentales dans notre analyse et elles sont d'autant plus fondamentales qu'elles marquent une véritable frontière. Chacun et chacune d'entre nous doit fondamentalement en prendre conscience. Mais avant de rentrer dans ces considérations plus poussées, j'attends encore 2-3 minutes, avant de rentrer dans les considérations aussi poussées, il est quand même nécessaire de planter le décor de notre échange du soir, intitulé « Le boycott des afros par d'autres afros », de point éclairage. Donc, le boycott des afros par d'autres afros. Ça peut paraître assez fou. Alors que normalement, d'ailleurs, il doit démarrer, il est censé, ce mouvement, démarrer demain, 1er août, aux États-Unis. Quelle en sera l'ampleur? Dieu seul le sait. Et il est censé durer 1 mois. Ah, merci Franck Mock. Bon, je vois que le frère est vif. Il me coupe un peu l'herbe sous le pied. En effet, nous allons essayer de faire un copier-coller avec la situation, en tout cas avec le parallèle, je ne vais pas dire la confrontation, mais la cohabitation entre les Afro-Caraïbéens et les Afros du continent, cohabitation qui trouve pour terrain d'expression, par exemple, Paris. Quand vous allez à Château-Rouge, qui est un peu la capitale des Africains, vous croisez peu d'Afro-Caraïbéens, peu d'Antillais. Est-ce que c'est un hasard? Ou même quand vous vous rendez à Château-Rouge, Château-d'Eau, pardon, pareil, théâtre ou carrefour des salons de coiffure afro, vous tombez rarement sur des salons de coiffure afro-caribéens. Est-ce un hasard? Nous allons nous poser la question. Alors, comme vous pouvez le deviner, c'est un sujet qui nécessitera de prendre beaucoup de pincettes pour ne pas que certains y voient d'une volonté d'exclure ou de blâmer ou de hiérarchiser. Vous savez, nous sommes dans l'ère de la victimisation, laquelle nous empoisonne et nous enferme dans des réflexes émotionnels très présents, notamment sur les réseaux sociaux, et cela nous empêche également de poser des réflexions, avec une certaine hauteur. Alors, certains évoquent diviser pour mieux régner. Diviser quoi, justement? C'est toute la question. Diviser quoi? Est-ce qu'on est unis uniquement sur la base de la couleur de peau ou une forme de ressemblance? Répondre par l'affirmative, c'est dans ce cas-là déplorer la division que l'on observe entre Poutine et Macron. Parce que Poutine ressemble plus à Macron qu'il ressemble à Ibrahima Traoré ou à Xi Jinping, par exemple. Donc, il est bon d'avoir toujours un œil sur la comparaison internationale, histoire de ne pas justement sombrer dans une analyse un peu simpliste et qui rendrait, en toute honnêteté, inutile toute discussion. Alors, encore 30 secondes, et puis après, nous allons démarrer. Nous sommes une bonne trentaine, ce qui, à mon sens, paraît relativement honorable. Surtout, je sais que ce ne sont pas des touristes qui me font l'honneur de leur présence.
Bien au contraire, j'ai la chance d'être suivi par des esprits avisés, comme en témoigne, hein, c'est pas pour vous caresser dans le sens du poil, comme en témoignent vos différentes participations au travers des lives. Et c'est ce qui, moi, me motive à répondre présent et à installer ces lives du jeudi soir dans une forme de tradition, en tout cas dans une forme de rituel. Donc, plus ça va aller et plus nous allons maintenir le cap coûte que coûte, indépendamment des contraintes qui peuvent s'abattre sur mes petites épaules, les contraintes ce soir en l'occurrence parentales. Mon petit prince a fait un peu des siennes, il voulait pas lâcher son papa. Donc il a fallu que je cède un peu. Ah, oui, hein. N'est pas père tortionnaire qui veut, hein. Moi je suis un peu, je ne vous cache pas, un peu faiblard devant l'autorité de mon fiston. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on reparlera de l'autorité parentale et de son expression à l'occasion d'un autre live. Et big up, hein, comme diraient d'autres, à tous les parents qui, à notre époque de la psychologie positive, se doivent de déployer de la pédagogie, de la patience, plutôt que de l'autoritarisme à l'endroit de leurs enfants. Étant un berbe, tu peux pas me caresser dans le sens du poil, lol. Je vois que certains sont dotés d'un esprit et d'un humour implacable ce soir. Implacable. Alors 45, ah bah dis donc, on va pas tarder à démarrer. Décollage, attachez vos ceintures. Voilà. Encore quelques secondes. Des coucous dans tous les sens. Coucou, coucou. Alors, on démarre, sans plus attendre. Alors, la thématique de ce boycott, de quoi s'agit-il? Nous allons d'abord, je ne crois pas que cette bêtise d'autorité positive, ouais, ça c'est un autre débat. Est-ce que c'est une bêtise? Est-ce que c'est une porte ouverte vers une décadence, etc. Il y a beaucoup à en dire. C'est vrai que je vous ai lancé là-dessus, vous m'en excusez, c'était une petite digression. Maintenant, on va essayer de recentrer notre échange sur la thématique du jour. Alors, j'ai pris pour appui alors je ne vais pas dire un fait divers, il n'y a pas de drame non plus, mais disons un fait d'actualité qui a fait pas mal réagir, mais au-delà des réactions, qui mérite notre attention, tellement il renferme un questionnement qui traverse l'histoire des Afros, compte tenu de la diaspora, compte tenu de la dispersion, au sens premier du terme, que notre peuple a subi, et qui ensuite a donné lieu à un éloignement, et cet éloignement sur une longue durée a donné également lieu à la naissance de sentiments d'appartenance bien distincts, autrement dit d'identité bien distincte. Donc en l'occurrence, de quoi s'agit-il? Il s'agit, en tout cas ce mouvement se répartit voilà, aux États-Unis d'une... alors est-ce qu'on peut appeler mouvement d'ailleurs? Je ne suis pas sûr. En tout cas cette volonté de boycotter se répartit, aurait été déclenchée principalement par la mise en lumière un petit peu en mondovision d'une brave femme d'origine camerounaise et qui a ouvert un salon de coiffure pharaonique, et c'est le moins que l'on puisse dire, gigantesque, qui donne, je crois, elle emploie plus de 700 coiffeuses, un salon de coiffure, donc un supermarché de la coiffure, hein, c'est même plus un salon de coiffure à ce niveau-là, on a pulvérisé le statut de salon. Elle emploie à peu près 700 femmes, et elle est ouverte 24 heures sur 24, hein, donc c'est fondamentalement la rencontre, le coup de foudre entre le libéralisme et la coiffure, et la mise en lumière de cette brave femme par les médias locaux, ensuite sur Internet, notamment par Philippe Simo, que je salue, le frangin, Investir au pays. Eh bien, apparemment, ça aurait été perçu comme plus ou moins la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'exaspération et qui a déclenché une levée de bouclier émanant de certains, en particulier de certaines afro-américaines qui en ont appelé voilà, au boycott. Donc ça, c'est pour la raison, c'est-à-dire l'explication qui a été donnée.
Alors, certains ont voulu tout de suite y voir, en tout cas, outre-Atlantique, donc de notre côté, certains ont voulu limiter ces réactions, tantôt à de la jalousie, tantôt à une forme d'aliénation. Oui, comment ça, ils refusent leurs frères, ils veulent boycotter leurs propres frères, c'est honteux. Et vous savez bien qu'ici, nous ne sommes pas dans l'espace du simplisme. Et encore moins, nous nous positionnons comme des juges, des donneurs de leçons. La morale, c'est l'ennemi, je dis bien la morale, ce qui plus est sur les réseaux sociaux, c'est l'ennemi de la réflexion. C'est l'ennemi de la réflexion. Quand on dit Dieu seul juge, c'est parce que ça nécessite, pour vraiment juger, être en possession d'un certain nombre d'éléments d'analyse, d'appréciation, voir les deux angles et ensuite livrer un jugement. Et que ça suppose soi-même être dans une posture impartiale. Bon, donc ce n'est pas mon cas et je ne pense pas d'ailleurs que ça nous serait utile sur le terrain de l'analyse. Donc on va mettre de côté, si vous le voulez bien, en tout cas je vous y invite, mettre de côté les considérations morales. Il n'y a pas d'un côté les gentils, les méchants, les bons, les mauvais, non. Il y a différentes personnes, différents groupes de personnes qui sont situés dans différents espaces-temps, qui ont différents vécus et qui ont pris certaines décisions. D'accord ? Il est préférable de poser cette analyse plutôt sur le terrain psychologique, sociologique, historique, plutôt que moral. D'accord ? Donc, pour revenir à cette situation, si on se positionne du côté des Afro-Américains qui veulent initier ce mouvement, alors faut arrêter, pour nous, personnes noires, de croire qu'il existe une homogénéité. Voilà, alors faut arrêter, c'est un peu brutal. On n'est pas ici pour donner des injonctions, mais en effet, la question de se poser est-ce que la seule couleur de peau suffit à créer une unité, il va de soi que non. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure, Poutine et Macron ne seraient pas, ou Zelensky ne seraient pas engagés dans un bras de fer, ou plus largement toute l'histoire de l'Europe avec les guerres mondiales. Donc fondamentalement, la couleur de peau n'a jamais su constituer un ciment de rassemblement sous quelque latitude que ce soit, pour quelconque peuple que ce soit. Donc en dehors de nos imaginaires, parfois un peu rétrécis, ça n'est jamais arrivé et ce n'est pas près d'arriver. Pourquoi ? Eh bien parce que l'humain ne s'unit pas avec les yeux. L'humain s'unit avec l'esprit, donc une volonté, un projet commun, et avec le cœur, sentiment d'appréciation, sentiment d'appartenance, d'accord ? Mais sûrement pas uniquement avec la ressemblance. Donc ça, c'est quelque chose que l'on oublie, mais je veux quand même revenir sur la réaction des Afro-Américains. D'abord, nous, en tant qu'Africains, Afro-Caribéens, francophones, nous devons, pour comprendre la position des Afro-Américains, nous appuyer sur d'abord un principe que je ne cesse de transmettre à mes élèves. C'est un principe fondamental et je vous invite à le noter et à vous l'approprier. Ça ne va pas être facile. Quand je vais vous le livrer, vous allez comprendre, c'est pas toujours simple. Il n'empêche que si vous parvenez à vous l'approprier, vous allez réussir au quotidien à faire des pas de géant vers la sagesse. Vous allez surtout réussir à contenir par moments des réactions émotionnelles dans le cadre d'opposition, dans le cadre des conflits. Le principe est le suivant. L'autre a toujours raison, virgule, même quand il a tort. Je répète, l'autre a toujours raison, même quand il a tort. Ça peut paraître improbable, c'est pas paradoxal, et pourtant, je vous assure que si vous prenez quelques secondes pour vous concentrer sur cette phrase, que je vous invite à nouveau à noter, vous allez réaliser que cette phrase renferme une sagesse incroyable qui peut vous donner accès, en tout cas, à une protection émotionnelle. Affirmer que l'autre a toujours raison, même quand il a tort, c'est faire l'effort de partir du principe qu'à partir du moment où une personne tient une affirmation et qu'elle est de bonne foi, évidemment, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mal intentionnée ou elle a toute sa tête, elle n'est pas folle, si une personne tient une affirmation, c'est que dans sa tête, elle a raison. Donc son affirmation, pour cette personne, est vraie. D'accord ? Et ce principe-là, vous devez le prendre en considération. Donc même si vous, de l'extérieur, du fait d'avoir éventuellement d'autres points d'appréciation, d'avoir un angle de vue différent, peut-être même d'être plus spécialiste sur le propos dans lequel s'engage
votre interlocuteur ou interlocutrice, eh bien, néanmoins, dès lors qu'elle tient pour vrai une affirmation, vous devez partir du principe qu'elle a raison, virgule, même si elle a tort. Et partir du principe qu'elle a raison, ça vous oblige de retenir en vous l'ego. L'ego étant l'ennemi numéro 1 de l'homme. L'ego, c'est ce complexe de supériorité instinctif qui est en chacun d'entre nous et qui, tout de suite, nous installe dans un rapport inégalitaire avec autrui. On voit une personne habillée d'une certaine façon qui nous déplaît. Oh, cette personne est mal habillée. Donc, c'est notre ego esthétique qui présuppose que nous sommes mieux habillés, que nous sommes les détenteurs de la légitimité. Quelqu'un agit de telle façon, ah, lui, il est méchant. Donc, notre ego présuppose que nous sommes donneurs de leçons, etc., etc. C'est-à-dire que le fait de garder en tête que l'autre a toujours raison, même quand il a tort, déjà, ça peut anesthésier votre ego qui viserait, qui vous inciterait à vouloir être dans une posture d'écarter autrui en disant non, t'as tort, t'es bête, t'es idiot, et c'est un réflexe très français. Donc l'autre a toujours raison, même quand il a tort. Donc je vous invite vraiment à faire vôtre ce principe-là au quotidien, en couple, en famille, au travail. Ça vous permettra de faire l'effort, d'abord de mettre de côté, ou du moins d'anesthésier votre ego, et ensuite de faire l'effort de vous mettre à la place de l'autre. À la place de l'autre. Autrement dit, de sortir de vous-même. Sortir de soi, je peux vous assurer que c'est pas facile. Surtout sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Qui nous tiennent à cœur. Si vous mettez face à face un masculiniste et une féministe, je peux vous assurer que mon principe va voler en éclats. Aucun des deux ne voudra faire l'effort de se mettre à la place de l'autre. Quand l'un va dénoncer le body count élevé, l'autre va prôner la liberté, ils vont pas s'entendre. D'accord ? Alors que chacun a raison. Chacun a raison, pourquoi ? Donc quand on dit l'autre a toujours raison même quand il a tort, cela part du principe, au-dessus de ce principe selon lequel toute vérité est la somme de deux sous-vérités qui se complètent. Le yin et le yang. D'accord ? Toute vérité est toujours double, est toujours bicéphale, si je puis dire, est toujours duale. Et le principe de dualité, aujourd'hui, est un peu écarté, malmené par l'influence des réseaux sociaux et du système de dopamine et du système de rassemblement et du biais de confirmation qui nous enferme entre nous, entre personnes qui partageons le même point de vue, le même angle et qui, du fait d'être entre nous, chaque jour, on est conforté, qui plus est par l'algorithme, qui ne fait ensuite que de nous soumettre des éléments d'appréciation, des nouvelles qui vont dans notre sens. Donc on s'enfonce dans nos certitudes, dans des convictions, à telle enseigne qu'on finit par être parfaitement allergique aux opinions, même pas contraires aux nôtres, disons différentes des nôtres. Donc on est vraiment à une époque, et qui se conjugue avec la victimisation, à une époque où la vérité, la quête même de vérité, est malmenée et torturée par la soif, ou du moins par la volonté d'avoir raison. D'accord ? La vérité, voilà, exactement, la vérité est un miroir brisé dont chacun en détient une partie. En effet, il ne faut pas se blesser la main. C'est exactement ça, d'accord ? Donc fondamentalement, ça c'est un point d'analyse qui ne se limite pas à ce sujet, mais qui est valable, je répète, sur tous les sujets. Et si vous parvenez à l'adopter, croyez-moi, vous allez vous éviter quantité de moments de tension inutiles qui très souvent sont occasionnés par l'incapacité des deux protagonistes dans une discussion, eh bien, de se mettre à la place d'autrui ou d'accepter que l'on n'a pas le monopole de la vérité, d'accepter que l'autre partage une partie de la vérité. D'accord ? Voilà. Donc, concernant, pour revenir sur le sujet du soir, les Afro-Américains qui décident ou qui envisagent d'engager un boycott, pourquoi ont-ils raison, même s'ils ont tort? Pourquoi ont-ils raison? C'est-à-dire, qu'est-ce qui les a amenés à prendre cette décision? Eh bien, il suffit de tendre l'oreille à leurs arguments. Donc, il y a la raison explicite, et puis ensuite, nous allons voir les causes qui ne sont pas toujours explicites, les causes qui renvoient davantage à une dimension presque mécanique. Là, nous verrons l'histoire des Afro-Américains, la psychologie afro-américaine, donc presque mécanique, voire même hegelienne, donc dans le grand mouvement de l'histoire. Mais d'abord, revenons sur l'explication. Donc l'explication qui a été donnée, principalement, il y en a eu plusieurs, en tout cas j'en ai relevé quelques-unes après investigation. La première, grosso modo, c'est que les Africains sur place profiteraient du
on va dire, de la victoire politique, sociétale, remportée par les Afro-Américains. Donc en gros, oui, les Africains viennent, alors qu'ils n'ont pas participé à la lutte qui est la nôtre, depuis Harriet Tubman jusqu'à Rosa Parks, en passant par Malcolm X, Martin Luther King. On s'est battu rien qu'entre nous ici face à la white supremacy. On a payé un lourd tribut, que ce soit avec notre sang ou avec notre sueur, le lynchage, tous les actes de barbarie qui ont caractérisé l'esclavage, jusque les lois ségrégationnistes. On a payé de notre humiliation et j'en passe. Et voilà que maintenant, on a un espace, on a réussi à aussi avoir notre place autour de la table de la domination aux États-Unis, première puissance mondiale. Et bien voilà que d'aucuns venus d'Afrique, sous prétexte, sous couvert de ressemblance, hop, finalement, ils veulent nous griller la politesse. Donc voilà comment est vécu, de ce que j'ai cru comprendre, cette apparition, ces différentes success stories, économiques notamment, portées par les Africains. Donc en gros, ils viennent manger le pain que nous avons pris le soin enfin, on a construit la Bible, on a participé à la construction de la boulangerie, on s'est fait une place, on a fait nos preuves, et maintenant que on veut manger le pain, hop, finalement, ils viennent nous le prendre limite dans les mains. Donc ils s'enrichissent sous nos yeux. Voilà comment c'est vécu. Voilà comment c'est vécu. Donc c'est vécu, en quelque sorte, les Africains sont vécus comme des profiteurs. C'est ce qu'il faut retenir. Aux yeux de ces Afro-Américains qui dénoncent, les Africains qui viennent après leurs études ou pendant leurs études, mais dans l'optique de s'installer aux États-Unis, de découvrir, d'embrasser leur rêve américain, eh bien, localement, certains Afro-Américains les perçoivent comme des profiteurs. Voilà. Ils profitent, mais pas comme ici on dirait, ils profitent de la CAF. Non, ils profitent du climat favorable que des siècles de lutte ont permis d'établir. Des siècles de lutte raciale ont permis d'établir. Voilà. Donc en gros, ils sont pas légitimes, ils n'ont pas combattu. Nous, on a combattu, et finalement, c'est eux qui viennent nous manger le gâteau, la part du gâteau. Maintenant, derrière cette affirmation, eh bien, se cache, ou du moins, cette affirmation nous permet aussi de comprendre que une distance existe entre les Africains venus émigrer aux États-Unis et les Afro-Américains. Pourquoi? Parce que si ils vivaient réellement ensemble, il n'y aurait pas de problème. Forcément, ils sont ensemble. Finalement, ton gâteau, c'est mon gâteau. D'accord? Et la preuve, alors là, on va revenir sur cette... Je vais noter ça, la réussite aux yeux des incapables vous rend coupable. C'est une belle phrase, mais justement, on va venir là-dessus, parce qu'effectivement, cette accusation, elle cache une réalité sociale des Afros qui accusent les Africains. C'est pas n'importe quels Afros. C'est pas les Afros de l'élite. C'est les Afros principalement du ghetto. Donc qui accumulent un handicap en termes de réussite. On va revenir dessus. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'il n'y a pas de vivre ensemble. Il n'y a pas de vivre ensemble concrètement entre les Africains venus aux États-Unis et les Afro-Américains, et en l'occurrence les Afro-Américains du ghetto. Donc, certes, ils se ressemblent, il n'en demeure pas moins que, bon, ils se croisent, c'est à peine s'ils se font des signes de tête. Moi, j'ai quelques cousins établis aux États-Unis, ils me le disent. Hein, et honnêtement, à part la couleur de peau, ils n'ont pas vraiment d'atomes crochus, voire même pas du tout. Et ce n'est pas la venue en NBA de certaines stars venues du continent comme Joel Embiid, pour ne citer que lui, qui a permis d'infléchir dans le cœur des Afro-Américains du ghetto. Alors le capitalisme est une jungle, les dés sont pipés dès le départ. Alors piper, je ne sais pas pourquoi piper, si c'est une jungle, il y a des proies, il y a des prédateurs, et il faut parfois s'armer de savoir, de connaissances, d'expertise, afin de plutôt faire partie des prédateurs que des proies, même si le prédateur peut être aussi la proie. C'est un autre sujet. Toujours est-il que voilà, retenons que aux yeux des Afro-Américains, les Africains sont venus profiter
d'un climat que eux ont durement installé et qui, aujourd'hui, leur glisse. Voilà, exactement. On en vient à la lutte des classes. Exactement. Il y a une notion de lutte des classes qui cache, justement, qui s'observe à travers ce rejet, à travers cette hostilité marquée. Mais pas que, justement. Pas que. Et là, nous allons venir aux causes. Là, on a vu la raison, maintenant on va voir la cause. Petite parenthèse, il faut impérativement que vous fassiez le distinguo entre la raison et la cause. Bon nombre de personnes ont tendance à confondre les deux, ce qui donne lieu parfois à de la cacophonie intellectuelle, à une sorte de chaos qui va dans tous les sens, et voire même une obscurité. La raison, c'est l'explication à un phénomène. L'explication, ce qui relève, voilà, on vit quelque chose, on en donne la raison. La cause, c'est ce qui ne dépend pas de l'explication. C'est ce qui mécaniquement a donné lieu à une situation. Si on n'a pas trop de difficultés à identifier une raison, il suffit d'entendre la personne qui l'exprime. En revanche, on a déjà beaucoup plus de difficultés à identifier la cause qui est le mécanique. Pourquoi? Parce que il faut avoir d'autres paramètres, il faut jouir d'un certain recul, il faut parfois même laisser libre cours à son intuition intellectuelle. Autant vous dire que ce que je vais vous délivrer ne relève pas d'une vérité absolue. C'est mon analyse que je vais vous soumettre. Maintenant, vous pouvez la valider comme l'invalider. Si vous l'invalidez, j'en serais ravi dès lors que vous la nuancez, voire même vous l'invalidez avec des éléments, des contre-arguments qui me permettront, moi, d'effectuer une nuance ou tout simplement dire « Ah, là, j'ai fait fausse route, merci, ce soir, je dormirai moins ignorant sur cette thématique. » Donc, fondamentalement, là, je me jette à l'eau, c'est mon analyse propre. D'accord? Mon analyse s'appuie donc autour de la cause. La cause identitaire, profonde, derrière cette raison économique, cette illégitimité ou cette condamnation ou ce procès que intentent certains Afro-Américains à l'endroit des Africains en les taxant de profiteurs. D'accord? La cause identitaire, elle a émergé et elle trouve sa racine dans un festival que je ne connaissais pas, hein, pour être honnête avec vous, j'en ai entendu parler justement tout récemment. C'est le festival baptisé Essence. Donc l'essence, l'identité, c'est la même chose. Donc l'essence, c'est un terme fort. Et apparemment, c'est un festival qui représente, qui célèbre le génie afro-américain, notamment musical. Mais pas que, mais plus largement, identitaire, mais plus spécifiquement musical. D'accord? Et, si je dis pas de bêtises, c'est un festival qui existe depuis une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années, année après année, les Afro-Américains s'auto-célèbrent à travers ce festival. Simplement, il se trouve que depuis quelques années, et cette année c'était très marquant, ce festival serait rentré dans un processus d'africanisation, où notamment l'amapiano, la musique nigériane, serait venue prendre, ou serait venue détrôner la musique afro-américaine, sans parler des autres aspects culturels. Pour le dire autrement, les Africains, sur le terrain artistique, semblent être venus détrôner les Afro-Américains. Sauf que ce qui, de l'extérieur, peut paraître uniquement comme un jeu de concurrence culturelle, comme on peut le voir lors des remises de prix, des trophées musicaux, eh bien, sur place, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est beaucoup, beaucoup plus profond que cela. Sur place, c'est vécu comme, alors ça va être un peu dur, comme une forme de viol identitaire. De viol identitaire. Pourquoi? Eh bien, d'abord, ayons bien en tête, alors tout ça trouve son explication par le fait que les Afro-Américains ne se reconnaissent pas comme étant des... Exactement. Mais pourquoi ne se reconnaissent-ils pas? Ça, c'est important, parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Ça, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Mais nous, on essaye là d'essayer de comprendre les racines, le pourquoi du comment. En l'occurrence, ce festival, c'était la vitrine de l'identité afro-américaine. D'accord? Et qui connaît un processus d'africanisation au point où les Afro-Américains se sentent exclus de eux-mêmes, exclus de leur propre vitrine.
Bon. Maintenant, pourquoi autant d'attachement à l'endroit de la musique ou des manifestations musicales? Pourquoi, comme on dirait au Cameroun, y mettent-ils autant les organes? Pourquoi autant d'attachement? En soi, ça va, c'est pas la fin du monde, c'est de la musique, on danse, on s'enjaille, c'est bon, ça reste festif, ça nous ambiance. Non, aux États-Unis, il faut bien avoir à l'esprit que la musique afro-américaine est à l'identité afro-américaine ce que l'islam est à l'Arabie Saoudite, par exemple. D'accord? C'est-à-dire que c'est la colonne vertébrale de l'identité afro-américaine. L'identité afro-américaine n'est pas née, bien que il y a quelques, on va dire, un début de genèse malgré tout, elle n'est pas née dans les cales de bateaux négriers. Non. L'identité positive américaine, donc la fierté de soi, l'estime de soi, la reconquête de soi, est née alors dans les églises, mais surtout dans les chants, les négros spirituels. C'est dans les chants, non pas MP, mais NT, en l'occurrence S, que l'identité, la fierté afro-américaine et le sentiment d'appartenance a vu le jour. D'accord ? Au même titre que la Révolution française, d'une certaine façon, et une forme d'identité française est née, notamment avec le chant de la Marseillaise, qui a galvanisé les troupes et qui a permis au peuple, plus ou moins, de renverser la tendance en 1792. D'accord ? Là, en l'occurrence, les Afro-Américains se sont longuement, marche après marche, avec notamment la chanson We Shall Overcome, on la connaît tous, ou les chansons de Sam Cooke, notamment dans le film de Spike Lee, à la fin, qui nous a tous arraché une larme, où Malcolm se sait partir à la mort, mais il y va malgré tout. Sam Cooke, Change Gonna Come. Donc les Afro-Américains, alors place au divertissement, et ce qui caractérise les Afro-Américains, les Noirs les plus représentants d'Amérique sont issus du... Alors, après, il y a évidemment, après, il y a une déviation dans le divertissement. Simplement, moi, je ne veux pas d'abord qu'on s'égare dans le jugement. Je tiens vraiment à ce qu'on essaie de comprendre. Les Afro-Américains se sont construits en termes d'identité, en termes de fierté dans la musique. L'une des preuves la plus manifeste, c'est que le point d'orgue de cette reconquête de la fierté de soi collective, qui a permis de briser le complexe d'infériorité raciale aux États-Unis, dans le cœur des Afro-Américains, est connu sous le nom de Harlem Renaissance. Certains d'entre vous en ont certainement entendu parler. La Harlem Renaissance, c'est un mouvement qui a vu le jour à Harlem au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc au début du XXe siècle, et qui a rassemblé la sève de l'identité collective, à savoir un élitisme culturel. Et factuellement, c'était à la fois des écrivains, les Alan Locke, les Langston Hughes, pour ce qui est des pionniers, les Claude McKay, et on s'en suivront les Richard Wilde, et en même temps, les musiciens, les Louis Armstrong, par la suite les Miles Davis, les Dizzy Gillespie, vous m'excuserez, et j'en passe. Donc fondamentalement, la fierté afro-américaine ne s'est pas séparée ou est sortie des entrailles de la musique. C'est par la musique que les Afro-Américains sont fiers et affirment à la face d'eux-mêmes, face à leur miroir, ainsi qu'à la face du monde, ce qu'ils sont. Ah, mais là, vous m'enlevez l'herbe sous le pied. Effectivement, j'allais parler de Signers. Ah bah dis donc, aujourd'hui, vous êtes toujours aussi vif. Mince. Je peux même pas laisser du suspense, que déjà, depuis tout à l'heure, ça va dans tous les sens. J'allais parler de Signers en point d'orgue. C'était quasiment l'une de mes conclusions. Mais bon, on va essayer de mettre ça de côté. Mais merci quand même. Ça témoigne encore une fois à quel point j'ai un public, j'ai des frères et sœurs qui me suivent de qualité. Et c'est peu de le dire. C'est très peu de le dire. Et je finis la digression. J'espère que vous avez tous vu Signers, qui est, à mon sens, le plus important film afro-américain sur le terrain qui plus est, en plus de la dignité et de l'honneur et de l'identité de tous les temps. Et je pèse mes mots. Signers. Vraiment. Ryan Coogler, c'est l'anti-Tyler Perry. Je ferme la parenthèse, même si je veux la réouvrir tout à l'heure. Donc tout ça pour dire, on revient au festival Essence. Le festival Essence a été africanisé. Les Africains ont fait une OPA dessus et les Afro-Américains, ont été exaspérés. Ça a généré un trouble
d'autant plus violent à vivre que dans l'imaginaire afro-américain, tout comme dans l'imaginaire plus largement américain, l'Afrique, c'est un trou noir. Déjà, le reste du monde, c'est un trou noir, à part éventuellement quelques espaces, Paris, avec la Tour Eiffel, bon. Mais sinon, le reste du monde, pour un Américain, s'arrête aux frontières de l'Amérique. Hein. La planète, c'est l'Amérique pour eux. Nous, d'ici, on n'arrive pas à le concevoir, surtout quand on vit en France, avec cette propension à vouloir connaître tout sur le monde, avec cette espèce d'orgueil qui nous incite à nous intéresser sur la marche du monde, ce qui se passe chez les Ouïghours, ce qui se passe au fin fond du Maryland, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe en Suède, au Japon. Voilà, on veut être à peu près le satellite ou le mirador du monde. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Hein. Pas le cas du tout. Alors pour moi, l'une des causes principales est aussi liée au fait que certains Afro-Américains considèrent que les ancêtres africains comme responsables de la vente de leurs propres ancêtres aux colons. Alors ça, effectivement, nous allons évidemment revenir aussi dessus. Ça va dans tous les sens. Hein. J'essaye de répondre et en même temps de recentrer ou de maintenir un certain fil conducteur. C'est pas toujours facile. J'essaie d'être un bon contentionniste intellectuel. Mais effectivement, oui, il y a de ça. Il y a de ça. Mais d'abord, vraiment, retenons que l'identité afro-américaine s'est construite dans la musique. Et le fait de voir, justement, leur colonne vertébrale identitaire s'africaniser contre leur gré. Ce n'est pas comme s'il y avait une sorte de fusion. Ce n'est pas Nat King Cole qui chante avec Fela Kuti. D'accord? Non, c'est Fela Kuti qui écarte Nat King Cole. Donc c'est pas tout à fait le même rapport. C'est un peu violent. C'est comme si Francis Ngannou venait faire tomber la statue de Mohamed Ali. Vous voyez, et pour la remplacer par sa propre statue. Bon, au lieu de mettre côte à côte deux statues. Donc c'est un peu de cette façon-là que les Afro-Américains ont vécu de façon symbolique cette africanisation, et ça ne peut que générer évidemment un rejet. Et ce rejet maintenant vient alimenter, ou du moins vient réveiller cette plaie profonde évoquée par l'un d'entre vous il y a quelques secondes. Évoquer cette plaie profonde, ben le péché originel qu'ils attribuent à certains Africains, à savoir la vente. Voilà, les Africains, à leurs yeux, auraient participé à la vente. Et ce récit leur permet à eux, eh bien, de ne pas se sentir redevables ou de ne pas se sentir déracinés. Donc c'est plus un récit utilitaire. J'y crois parce que c'est utile, plutôt qu'un récit auquel j'y crois parce que c'est vrai. Ils ont davantage besoin de croire dans ce récit. On nous a vendu, par conséquent, on n'a rien, on leur doit rien. On est reparti de zéro. On s'est construit nous-mêmes et on a constitué un panthéon que tout le monde nous envie et que les Africains aussi nous envient. Michael Jordan, Michael Jackson, LeBron James, Beyoncé et autres sont de chez nous, ils ne sont pas de chez eux, là-bas les sauvages. Bon, je caricature évidemment, pour autant vous m'avez compris. Donc les Afro-Américains ont cette fierté identitaire et qui là leur échappe. Maintenant, ce qu'il y a dans cette dimension identitaire, et ça me permet de glisser vers la dimension sociale, c'est que dans le même temps, donc on a ce boycott, en tout cas cette volonté de boycotter, qui a été articulée, qui est un peu relayée. Et puis, dans le même temps, on voit des Sierra qui est accueilli au Bénin, on voit des Ludacris, on en a vu d'autres avant, qui engagent la démarche pour retourner vers la terre-mère avec humilité, pas uniquement comme des stars en tendant la main pour qu'on le larbaise. Hein. Non, non, avec humilité, afin de se reconnecter. Et là, on parle de stars qui, chez eux, ce n'est pas les Joséphine Baker qui ont dû fuir les États-Unis pour s'installer à Paris où ils trouvaient de la liberté. Non, c'est vraiment, en tout cas, j'y crois, une reconnexion identitaire. C'est comme presque voilà, Samuel L. Jackson, merci pour le rappel, et d'autres. C'est vraiment comme une sorte de d'appel de l'histoire qui annonce ce que d'aucuns appellent l'ère du Verseau, qui verrait fondamentalement une renaissance panafricaine, mais à l'échelle également du continent, enfin aussi bien du continent que de la diaspora. Donc une reconnexion, pas celle qui est tombée à l'eau, qui a été ratée
par la naissance du Libéria en 1921, où les Afro-Américains voilà, sont venus localement, mais ensuite ça a tourné au vinaigre, puisqu'ils ont reconstitué une forme de société de caste, où ils ont imposé une forme de domination. Non, non, là on est une forme de retour aux sources bienveillant sur le terrain identitaire, mais simplement, on observe qu'il s'agit essentiellement des Afro-Américains qui ne sont pas du ghetto. Alors, l'hypothèse de la vente d'esclaves, tout. Alors, qui ne sont pas. Alors, ils aiment le visage d'une Afrique pauvre et miséreuse quand ils se réunissaient pour chanter We Are the World. Pas mal. Alors, c'est intéressant, cette remarque, très intéressante. Effectivement, pendant longtemps, les Afro-Américains ont nourri un regard misérabiliste, mais ce n'est pas de leur faute, c'est les images qu'on leur renvoyait. Et nous-mêmes, hein, sur le continent, on était prisonniers de ce regard misérabiliste, afro-pessimiste sur nous-mêmes. Donc oui, We Are the Wall, 1988, initié par notamment Michael Jackson, qui se décapait déjà de façon féroce la peau, même si il parle de vitiligo. Bon, toujours est-il que cette époque-là, moi j'en suis convaincu, au sein de l'élite afro-américaine, de l'élite artistique afro-américaine, est révolue. Puisqu'on est passé de We Are the World, même si Michael, ok, il y a We Are the World, mais il y a aussi la chanson, Remember the Time, d'accord, où quand même, c'est le premier clip, je crois le seul à ce jour, où on montre des pharaons afro, avec toute la crème à l'époque, du showbiz afro-américain, et ce clip est incroyable, d'accord. Mais bon, il n'en demeure pas moins qu'en effet, le regard misérabilisme rongeait, à l'endroit de l'Afrique, rongeait bon nombre d'Afro-Américains, notamment de l'élite. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a eu une forme de virage. Alors, je ne sais pas ce qu'il a déclenché, quoique j'ai ma petite idée. Je dirais que c'est le virage obamesque. C'est le virage Barack Obama. C'est le virage 2008. Pourquoi? Parce que le couple Obama, qu'est-ce que c'est? C'est une Afro-Américaine avec un Africain. Certes, il est venu étudier par la suite tout ce que vous voulez. Il n'empêche que Obama, c'est pas Jackson. D'accord? C'est pas James. D'accord? Donc, en l'espèce, même Barack, c'est pas John, c'est pas Michael. Donc, en l'espèce, c'est fondamentalement le couple Obama, nous, on ne se rend pas compte, mais dans la symbolique, c'est une forme de réconciliation sur le terrain identitaire de l'identité afro-américaine avec l'identité africaine et qui donne le couple Gold, qui donne cette dualité forte. Parce que sans Michelle Obama, Barack ne se serait pas assis à la Maison Blanche. Je pense que là-dessus, j'enfonce une porte ouverte en le disant. Et je ne rentre pas dans les considérations, oui, mais Barack, ça a été un pion, finalement, il a desservi la cause, etc. C'est pas le sujet. Moi, là, j'essaie vraiment de rester sur la dimension identitaire et de voir, entre guillemets, les éléments, les signes, ou les éléments, je ne vais pas dire ésotériques, mais en tout cas mystiques, qui nous permettent de comprendre l'évolution des rapports entre les Afro-Américains et les Africains. D'abord dans une logique de rejet, ensuite de dédain, de mépris, et enfin de réconciliation. Donc il y a eu le virage, j'estime que c'est pas à négliger, le virage Obama, qui a ensuite été accentué par un certain nombre d'artistes. Je pense à Beyoncé, il y a à peu près 3-4 ans, a consacré toute une œuvre, en tout cas toute une œuvre musicale à l'Afrique qui était assez exceptionnelle par la beauté. Elle a même eu pour chorégraphe la chanson, l'hymne féministe We Run the World. Elle a pris des pas de danseurs africains. Donc il y a eu cette reconnexion entre l'identité afro-américaine et l'identité africaine, mais par le haut. Et ça, c'est important de le comprendre. Par le haut. Par le haut. Donc, tandis que par le bas, cette reconnexion, comme on atteste justement cette volonté de boycott, n'a jamais eu lieu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, il faut comprendre que ce boycott fait éclater au grand jour ce qui existe localement, mais qui, à distance, est un peu invisible, en tout cas qu'on ne perçoit pas.
À savoir que l'unité afro-américaine n'existe que dans nos têtes, que dans notre imaginaire. Parce qu'on a vu Usher, parce qu'on a vu Chris Brown, parce qu'on a vu les Bram James, parce qu'on les a vus checker les uns avec les autres, parce qu'on a vu aussi P. Diddy et ses freak-off, bref, petite boutade. Parce qu'on les a vus, on pense d'ici qu'ils forment une unité. Alors que cette unité existait jusque dans les années 70. C'est-à-dire jusque au moment où les lois des droits civiques et la politique et la dynamique de la positive action a vu le jour. D'accord ? À ce moment-là, deux entités afro-américaines ont commencé à se séparer l'une de l'autre, même s'il y avait déjà des prémices. Néanmoins, ça s'est fait de manière plus affirmée. Et aujourd'hui, il y a fondamentalement l'Amérique afro d'un côté et l'afro-excellence d'un côté et l'afro-ghetto de l'autre. Et les deux, la première prend de haut, observe une forme de dédain, de mépris à l'endroit de la seconde. La première, d'ailleurs, très souvent, est affiliée, plus ou moins politiquement parlant, aux conservateurs, tandis que la seconde, aux républicains, donc, tandis que la seconde, aux démocrates. D'accord ? La première Amérique, c'est l'Amérique, l'afro-excellence, intellectuellement, c'est Thomas Sowell, pour ceux qui connaissent. D'accord ? C'est Thomas Sowell, c'est cet intellectuel qui, concrètement, décrypte derrière cette pseudo-appartenance commune, la lutte des classes en interne, où les codes ne sont pas du tout les mêmes, absolument pas du tout les mêmes, où la victimisation n'a pas cours, où la critique sévère à l'endroit de la ghetto-attitude ne manque pas. Et d'ailleurs, cette critique, elle est aussi visible, bien que de manière subliminale, dans certains des films afro-américains qui nous sont parvenus les plus classiques. Je pense à le film Menace to Society. Je pense à Boys in the Hood. Boys in the Hood, surtout même, c'est très marqué, où on voit d'un côté les afro-ghettos plongés dans une logique d'autodestruction, et de l'autre côté, dans Boys in the Hood par exemple, on voit l'Amérique, les afro-bourgeois, donc incarnés par la mère du petit Trublion, qui, eux, s'en sortent et qui sont très loin de toutes ces guerres de gangs, qui sont très loin des rafales de balles, et qui sont très loin du chaos. Et ces deux Amériques vivent à distance l'une de l'autre, comme l'a dénoncé un certain afro-sociologue Franklin Frazier dès 1968. Dès 1968, où il a vraiment décrit cette lutte des classes en interne qui oppose l'Afro-Amérique de l'élite, de l'Afro-Amérique du ghetto, en dénonçant l'abandon de la première à l'endroit de la seconde. Vraiment, il a dénoncé. En allant même plus loin, il a convoqué cette notion de colorisme. Pour lui, l'un des moteurs de cette distance, de cette mise à distance, c'est le colorisme. Donc c'est une dimension non négligeable à prendre en considération. Eh bien, aujourd'hui, paradoxalement, cette même Amérique, cette même communauté afro-américaine excellente, notamment qui rayonne à Atlanta, qui est la capitale de l'afro-excellence, eh bien, paradoxalement, c'est elle qui opère une reconnexion avec la terre-mère, avec l'élite locale, en tout cas avec une forme de bourgeoisie locale, comme l'incarne la tantine qui a ouvert le salon de coiffure, mais comme l'incarne sur le continent des artistes qui vraiment combinent et arrivent à accorder leur violon. Donc tout ça pour vous dire que derrière cette lutte des classes, finalement se dégagent deux visages, deux rapports à la psychologie, deux rapports au réel, et qui met à mal ces Afro-Américains qui veulent se lancer dans un boycott. C'est lequel, ce visage? C'est le visage de Black Lives Matter, enfin c'est le masque de Black Lives Matter, porté par les Afros, notamment du ghetto, visant à poursuivre, selon eux, cette culture de la culpabilisation du système en place dans l'optique d'obtenir des droits.
Ça leur a réussi, et jusque-là, c'était légitime, jusqu'aux années 70. Sauf qu'aujourd'hui, cette politique, elle est remise en cause, parce que très souvent, celles et ceux qui subissent les bavures, bon, sont pas toujours totalement innocents. On est très loin de Emmett Till, pour ceux qui connaissent. Emmett Till, un enfant de 12 ans, un beau comme un dieu, qui s'est fait, alors qu'il était juste en séjour chez son cousin dans le sud, qui est retrouvé lynché, le visage totalement défiguré de manière injuste. Et lors de son enterrement, sa mère a laissé le cercueil ouvert afin que tous les visiteurs voient l'horreur qu'a subi son fils et la mort d'Emmett Till, qui a fait les gros titres, y compris le visage, et y aurait déclenché émotionnellement le mouvement des droits civiques de façon intense. Eh bien, on n'est plus à cette époque-là. Donc tout ça pour dire que cette volonté de boycott reflète finalement cette mise à distance, ou cet écart qui sépare l'élite afro-américaine, qui elle s'est tournée, s'est reconnectée, ou en tout cas engage une reconnexion à l'endroit du continent, et les afros du ghetto. Et elle leur dit, cette reconnexion, finalement, dit aux Afro-Américains, ou révèle que, en grande partie, les Afro-Américains sont quelque part responsables de leur sort. Donc c'est un miroir, il leur inflige en quelque sorte le miroir de la défaite. Si vous êtes dans le ghetto, ce n'est pas parce que vous êtes noir, c'est parce que vous êtes paresseux, c'est parce que vous êtes des losers, c'est parce que vous n'étudiez pas, etc. Et non pas parce qu'il y a la white suprémaciste. Voilà ce que la réussite des Africains venus étudier aux États-Unis ou venus construire le rêve américain et qui, pour beaucoup d'entre eux, s'en sortent. La communauté nigériane, elle performe comme jamais. La communauté camerounaise, localement, elle performe. Et ces performances qui ne subissent jamais de bavure ou rarement, qui ne subissent pas la white suprémacisme, comme on dit, révèlent au grand jour la réalité d'aujourd'hui, selon laquelle la suprématie blanche n'existe plus. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce qui existe, c'est la suprématie académique, c'est la suprématie économique, c'est la suprématie entrepreneuriale, mais ce n'est plus la suprématie liée à la couleur de peau. Des Afro-Américains, un bon nombre d'entre eux sont beaucoup plus riches, puissants et influents que bon nombre de Blancs qu'on appelle redneck de Détroit, qui ont subi notamment les affres de la crise des subprimes en 2008. Et Thomas Sowell, je le répète, Thomas Sowell l'explique très bien. Et donc là, cette volonté de boycotter, quand vous regardez qui la tient, ce ne sont pas en tout cas qui la met en avant, ce ne sont pas des Afro-Américains dans des bureaux en costumé, propres sur eux, ce ne sont pas des avocats, ce ne sont pas des journalistes. Non, 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 non. Ce sont, pardon de le dire, des Afro-Américains du ghetto qui manifestement peinent à joindre les deux bouts. D'accord ? Voilà, même la communauté indienne, en effet, par leur réussite localement, prouve, alors ce qu'on analyse dans les pays où ils sont une cible, dans le dos en permanence, Fanon disait, et Daniel. Alors, est-ce que les Afro-Américains, justement, je ne pense pas, en toute franchise, les Afro-Américains, peut-être du ghetto, oui, ils sont une cible, mais ils sont une cible pour eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Les Afro-Américains du ghetto sont d'abord une cible pour eux-mêmes. 90% des morts Afro-Américains sont causés par d'autres Afro-Américains. Au point, on a même créé cette expression black on black crime. D'accord ? Quand nous, on s'offusque quand il y a un policier blanc qui met en joue et qui tue ou qui tabasse un Afro-Américain. Et on détourne les yeux quand, finalement, c'est entre nous, entre guillemets. D'accord ? Alors que c'est beaucoup plus fréquent. Eh bien, le succès des migrants, des Africains localement, fait tomber ce masque du Black Lives Matter et oblige les Afro-Américains du ghetto à se remettre en question eux-mêmes. Les oblige à comprendre qu'ils font partie du problème. Ils ne sont pas le seul problème, c'est qu'ils font partie du problème. Maintenant, vous vous doutez bien que ce n'est pas facile de se remettre en question quand on est enfoncé dans un discours victimaire qui, en plus, est vendeur, Black Lives Matter, qui permet médiatiquement, je l'ai dit tout à l'heure, la victimisation, la souffrance, est beaucoup plus saisit plus l'attention que la réussite. La réussite prend plus de temps à être mise en place, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de réellement clé que l'on doit garder à l'esprit. Et si je dois résumer,
je dirais que on est parti donc de l'identité afro-américaine, c'est Frédéric Douglass, l'incarnation, ou Harriet Tubman, vous choisissez. Ensuite, il y a une séparation d'abord sociale, incarnée par Webb Du Bois d'un côté, pour ce qui est de l'élitisme académique, et Booker T. Washington de l'autre. D'accord? Et enfin, là, on a aujourd'hui, fondamentalement, psychologiquement, réellement, deux Amériques, avec, selon moi, l'Amérique de Tyler Perry et l'Amérique de Ryan Coogler. C'est vraiment deux Amériques qui n'ont de commun que la couleur de peau. Mais c'est tout. D'accord? Qui n'ont aucune proximité idéologique, aucune proximité, même en termes de loisirs. Peut-être le basketball qui les réunit, et encore, honnêtement, et encore. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de lien. L'Amérique, les Afro-Américains, version Tyler Perry, de qui s'agit-il? Si vous regardez bien, les Afro-Américains plongés dans le désespoir. Tyler Perry, c'est le roi du désespoir. Il adore capitaliser sur les dramas, sur la souffrance afro-américaine, sans jamais proposer la moindre perspective d'évolution. Vous regardez un film de Tyler Perry, en tout cas la majeure partie d'entre eux, vous avez ensuite, en tant qu'afro, envie de vous tirer une balle. Tandis que l'Amérique de Ryan Coogler, il est tout jeune, il démarre, hein, j'en conviens. D'abord Black Panther, mais surtout Sinners. Sinners, alors le problème des Afro-Américains, c'est qu'ils souffrent du manque d'éducation au sens académique du terme. À cause de cela, une grande majorité ne comprennent pas les enjeux pour eux de se déconnecter. Oui, clairement. Le problème, il est éducationnel, il est linguistique même. Si on poursuit le raisonnement, vous connaissez déjà ma thèse. Le premier malheur d'un être humain, surtout quand on grandit dans le ghetto, c'est le langage pauvre, 300 mots. Aux États-Unis, c'est 150 mots de vocabulaire. Le fameux slang. Une one mean, une one scène, 150 mots de vocabulaire. 150 mots. Et l'éducation scolaire à l'Amérique n'aide pas, puisque contrairement à la France où on nous oblige un peu à rédiger des dissertations, aux États-Unis, c'est principalement le règne du QCM. Ce qui veut dire que vous pouvez être handicapé linguistique aux États-Unis et plus ou moins gravir les échelons scolaires, à telle enseigne que, y compris quand vous êtes diplômé, votre langage peut ne pas être au niveau comparativement aux autres. Et celle qui en a fait l'expérience, voilà, d'où le surnom de Chirac, exactement. Merci pour ce rappel. Celle qui en a fait l'amère expérience, c'est Chimamanda Ngozi Adichie, l'écrivaine nigériane, qui débarque aux États-Unis pour suivre ses études. À la faculté, elle a rédigé, à la demande du professeur, une sorte de longue dissertation. Eh bien, le professeur, qui d'abord célèbre, sans savoir qui en était l'auteur, la dissertation, et puis quand il comprend que c'est une afro, il bug. Il ne s'imaginait pas que ça pouvait venir d'une afro. Et de son côté, elle, Chimamanda Adichie, elle s'est offusquée. Elle a dit, mais attends, je suis nigériane, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, parce que les Nigérians grandissent avec cette culture de l'excellence. D'accord? Fondamentalement. Donc, aux États-Unis, même dans les universités, du fait de la politique des quotas, les Afro-Américains qui viennent du ghetto ne parviennent pas, en tout cas pour une grande majorité d'entre eux, à exprimer, en tout cas à refléter cette excellence académique. Il y a l'excellence du diplôme, en revanche, l'excellence linguistique, l'excellence en termes de dialogue, en termes de maîtrise de la subtilité, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et la meilleure preuve reste les films de Tyler Perry. Ça vole excessivement bas dans les textes. C'est que du ghetto. À chaque phrase, c'est une insulte. C'est des répliques téléphonées. C'est catastrophique. Tandis que l'Amérique de Ryan Coogler, l'Amérique de Denzel avec The Great Debaters, c'est autre chose. Pour ceux qui ont vu Sinners, je vous assure, c'est stupéfiant. Et Sinners, je ne veux pas vous spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, je vous invite à le voir. Une scène résume à elle seule tout ce que je viens d'essayer de dire là, d'essayer de vous expliquer de façon synthétique. Une scène. Une scène. Bon, elle a fait le tour un peu des réseaux, donc je peux en parler. C'est la scène, d'ailleurs, au passage, qui me semble être la scène la plus importante, au-delà du film, la scène la plus importante de l'histoire afro au sens large, pas juste afro-américaine,
de l'histoire afro. C'est la scène, et c'est du jamais vu, où, en l'espace de, allez, une minute, Ryan Coogler reconnecte toutes les identités afro, quelles qu'elles soient, donc de la diaspora, par la musique. Mais par les représentations, les diverses représentations musicales, ici ou là. D'abord porté par le génie dans le film, c'est un jeune qui chante le blues avec une voix divine, donc le don. Et puis ensuite, on nous transporte dans l'histoire et vraiment, personne n'est laissé pour compte. Tout le monde a sa place. Des griots, en passant par les hip-hop, les twerkeuses, en passant, mais vraiment, tout, en passant par les Miles Davis, les jazzmen, enfin, elle est exceptionnelle cette scène. Elle dit tout à elle seule, de la connexion de l'identité afro par la musique. D'accord ? Donc là où beaucoup veulent réduire la musique à un vecteur de divertissement, d'abrutissement, Ryan Coogler redonne ses lettres de noblesse à la musique, d'une part, en rappelant quand même, c'est la connexion au divin, c'est l'instantané, c'est l'immanence, il y a la transcendance et puis il y a l'immanence, c'est pas rien. Et d'autre part, il parvient à illustrer cette diversité dans l'unité. Et je vous assure que ça donne des frissons quand vous voyez cette scène. D'accord ? Donc réellement, cette scène-là illustre ce nouvel élan que porte l'élite afro-américaine, que porte une grande partie des Africains sur le continent. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça doit nous inspirer. Parce que bon, c'est bien beau de faire une analyse comme ça sur la marche du monde, les afros, qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Quel film? Désolé, je n'ai pas entendu le titre. Sinners, S-I-2-N-E-R-S, le dernier film de Ryan Coogler, sorti au cinéma, qui est une véritable, avec Michael B. Jordan d'ailleurs, qui dedans est magistral. Il incarne, lui tout seul, il incarne des jumeaux. Et les deux faces d'une même pièce, la morale et le cynisme capitaliste. Enfin vraiment, il y a énormément de symboles. On pourrait en faire un certain nombre de vidéos, tellement ce film est riche. Mais je ne vais pas plus loin. Surtout qu'on va consacrer dans la librairie africaine une émission autour de ce film. La scène de l'appartenance identitaire par la musique est juste stupéfiante. Elle nécessiterait, je vous jure, je vous assure, une thèse à elle seule. Une thèse à elle seule. Et je ne vous parle même pas de la fin. Je vous parle même pas de la fin qui est à la fois audacieuse, historique et en même temps assez extrême. Je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Donc concrètement, qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette volonté de boycott a révélé? A révélé que finalement, sur place, aux États-Unis, les Afro-Américains ne sont pas victimes de la white supremacy. Ils sont victimes d'une médiocrité académique et économique. Et que c'est la venue et une forme de réussite, prospérité des Africains, donc censés être leurs semblables, qui leur a fait éclater ça au grand jour. Et comme si ça ne suffisait pas, ils se sont vus voler, en tout cas récupérer leur vitrine à travers le festival Essence. Et ce vol s'est fait avec la complicité de leur élite. Une preuve en est que la couleur de peau ne conditionne pas, en tout cas n'est pas élément qui constitue un ciment. Il y a d'abord le rapport au monde, le rapport à l'excellence ou à la médiocrité, le rapport à l'autocritique ou à la lamentation. C'est vraiment les valeurs qui peuvent permettre, ou qui constituent les conditions de réunion d'unité d'un groupe. Avant, ensuite, le projet. D'accord ? Et en l'occurrence, le projet, ça reste le continent, comme le porte justement de plus en plus, et c'est ce qui est beau à voir, d'artistes afro-américains qui rendre ces lettres de noblesse au continent. D'accord ? La dernière en date, je l'ai dit tout à l'heure, c'était Sierra, mais d'autres ont évoqué Samuel L. Jackson. Il y en a eu quantité. Il y en a eu quantité, je ne les ai pas tous en tête. Il y en a eu quantité. C'est-à-dire que l'image misérable, honteuse de l'Africain, squelettique, famélique, sac d'os, qui réclame l'aide extérieure, elle existe encore dans la tête de certains. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, elle a été remplacée. Notamment aussi par le film Black Panther, quoi qu'on puisse en dire, parce qu'il a redonné de la fierté
à l'identité africaine en termes d'image, le soft power, hein, n'oublions jamais que l'imaginaire gouverne le monde, l'imagination gouverne le monde, bien avant le réel, c'est les images, la représentation que l'on a du monde qui guide le monde. Et bien, dans cette représentation, Ryan Coogler a participé au rapprochement des Afro-Américains avec les Africains, puisqu'il a lavé le corps des Africains de la boue qui le recouvrait en faisant jaillir l'or qui se cachait sous cette boue. D'accord? Donc, fondamentalement, alors, eh bien, merci de me tendre la perche sur la question antillaise, parce que c'est là où j'allais en venir sur nous, notre questionnement aujourd'hui, en quoi cette problématique nous touche de plein fouet en tant qu'afro, avec d'un côté les afro-caribéens, les afro-antillais qui sont d'une certaine façon les afro-américains, l'histoire similaire, déportation, construction d'une nouvelle identité, et de l'autre côté, les Africains, ou ceux ou les descendants d'Africains directs qui ont encore une attache des parents, des grands-parents, des maisons, une famille sur le continent. Et on se retrouve en France à partager le même espace. Mais qu'observe-t-on? Est-ce qu'on le partage vraiment, ce même espace? Nos parents, de toute évidence, non. On ne va pas se mentir. Il y a une forme dédain réciproque. D'un côté, les parents, en tout cas, on ne va pas généraliser, mais vous avez compris l'idée. D'un côté, les parents antillais voient avec dédain les parents africains, les voient avec mépris, d'abord mépris social, ensuite, il faut aussi le dire, mépris comportemental. Ah, regarde comment ils se tiennent mal, regarde la mauvaise hygiène, confère Château Rouge, confère les salons de coiffure, c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure, ou même les restaurants, d'accord? Et de l'autre côté, les parents africains qui voient les Antillais comme des déracinés, décomplexés, des bounty. Donc ça, c'est la vision que porte, dans laquelle se sont construits nos parents. Maintenant, nous là, et même ceux qui viennent à notre suite, je suis plus tout jeune non plus, faut pas que je m'invente une vie, eh bien, j'observe, et j'en suis heureux, pareil, une fusion, une vraie, je ne vais pas dire réconciliation, mais vraiment, je préfère employer le mot fusion, un rapprochement. Alors, d'abord, évidemment, porté par la lutte contre le racisme, parce qu'en définitive, Marine Le Pen ou Zemmour, quand il crache sur les afros, qu'on vienne de Pointe-à-Pitre ou de Kinshasa, pour lui c'est pareil. Selon lui, on a un QI inférieur, et c'est pour ça qu'on mérite d'être dominé, soit par la force, soit par la douceur. Néanmoins, notre statut et notre vocation serait d'être dominé ad vitam aeternam. Bon, d'accord? Donc, on est unis dans la lutte contre cette vision racialiste du monde. Simplement, la lutte ne suffit pas à unir des humains sur le long terme. Il faut un projet. On ne peut pas s'unir uniquement dans une force, dans la lutte contre. L'unité sur la durée s'inscrit dans la lutte pour. C'est la force, pour ceux qui connaissent un peu la physique, la distinction entre la force centrifuge et la force centripète. D'accord? Il y a la force qui vers l'extérieur et la force vers l'intérieur. D'accord? La force vers l'intérieur, c'est celle qui unit. Vers l'extérieur, c'est celle qui permet de se projeter de l'extérieur, mais elle n'est que temporaire. D'accord? Alors la comparaison de ces deux réalisateurs veut donc dire que l'ennemi est entre... Ah, toujours l'ennemi. Ah, vous êtes terrible. Hein. C'est toujours plus fort que vous. Ah, l'ennemi. Lui, c'est l'ennemi. Moi, je suis l'ami. Lui, c'est l'allié. Non, je ne parle pas. J'essaye à nouveau. J'insiste. Ne tombons pas dans la moralisation. Il n'y a pas les traites d'un côté, les alliés de l'autre, les ennemis, les gentils, les méchants. Non, il y a des parcours différents. Il y a un rapport au monde différent. Je reviens sur mon explication. Les Afro-Américains du ghetto ont grandi dans un regard victimaire, d'accord, qui les empêche de s'inscrire dans une autocritique et dans une élévation de soi par soi. Ils voient le monde tel qu'il était encore au XIXe siècle. Et ainsi, ils se coupent les ailes, ils s'empêchent de déployer leur vrai potentiel. Sauf que quand ils voient des Africains censés venir du tiers-monde, de la pauvreté, venir et prospérer, ça secoue ces certitudes. Ça fait tomber cette illusion. Ça montre que finalement, ce n'était qu'un discours creux, vide, et qui cachait une autre réalité, celle de la médiocrité. D'accord? Donc c'est plutôt ce regard-là que je vous invite à avoir, plutôt qu'un regard moralisateur. Ouais, les Afro-Américains sont des traîtres ou des ennemis. C'est pas cela.
L'autre a toujours raison, même quand il a tort. Je l'ai dit au départ. Gardez ça en tête. D'accord? Donc, pour revenir. Alors, mais je ne comprends pas la comparaison. Est-ce que les Antillais, même du temps de nos parents, ont organisé un boycott contre les Africains et vice-versa? Alors, bonne remarque. Merci de me pousser à revenir sur la comparaison. Alors, la vraie question, c'est si des Africains étaient partis s'installer aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane notamment, ouvrir des commerces, et si ils avaient au nez et à la barbe des locaux commencé à prospérer au point même d'attirer des médias, il y a des chances, alors je ne sais pas, je n'ai pas une boule, mais je pense que la population locale, qui a grandi dans un imaginaire infériorisant à l'endroit de l'Africain, je ne pense pas que la population locale se serait contentée d'applaudir. Surtout si sur place, la cohabitation n'a pas lieu, c'est-à-dire il n'y a pas de mélange. Si on ne partage pas des moments de convivialité. D'accord? Je ne pense pas. D'accord? Alors, je me suis beaucoup éloigné du sujet principal. Alors, je me suis éloigné, j'ai fait quelques digressions. Beaucoup, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, étant donné que le sujet principal, c'est le boycott des Africains, des Afros par d'autres Afros, l'éclairage. Eh bien, d'abord, il faut comprendre la raison évoquée. La raison évoquée, c'est la raison économique. Les Africains sont perçus comme des profiteurs. Ensuite, on est rentré dans la cause de ce boycott. Et là, on rentre dans la cause beaucoup plus en lien avec l'identité, donc la cause profonde identitaire, comment l'identité se construit. Je suis venu à la musique, au festival. Et de là, j'ai fait comprendre que l'identité afro-américaine fondée sur la musique, mais qui ensuite s'est séparée en deux, avec l'élite et le bas peuple. Et c'est le bas peuple du ghetto qui, lui, a vu la nouvelle bourgeoisie africaine d'un mauvais œil, mais cette même bourgeoisie africaine s'entend relativement bien avec l'élite afro-américaine, comme en atteste le Back to Africa. Donc fondamentalement, cette histoire du boycott nous montre finalement que derrière ce boycott afro contre afro se cache tout simplement une lutte des classes d'une part, mais surtout une lutte psychologique entre les afro-pessimistes et les afro-optimistes. Pour moi, c'est la formation la plus capitale à avoir à l'esprit. L'afro-pessimisme, comme tout pessimiste, ne se voit pas comme pessimiste. Il se voit comme réaliste. Pour lui, il voit le monde tel qu'il est. D'accord? Simplement, en quoi son pessimiste se marque-t-il, se traduit-il, s'observe-t-il? Il se traduit par une absence de solution. Il vous dépeint le monde comme en regardant la mare de café, donc tout est sombre, mais il ne vous offre jamais de solution factuelle. Il vous dira toujours c'est de la faute du système. Et quand vous lui dites oui, mais ton fils de 12 ans, il a une Kalachnikov sous le lit, ta fille, elle twerk, elle est sur OnlyFans, qu'est-ce qui se passe? Il ne trouvera pas de solution. D'accord? Il va vous dire, il va vous insulter et la discussion tournera court s'il n'essaie pas d'en venir aux mains. D'accord? Donc l'afro-pessimiste et puis de l'autre côté l'afro-optimiste. Simplement, sur les réseaux, sur certains réseaux tout du moins, l'afro-pessimisme est très présent. Parce que c'est plus facile d'être dans l'anathème, dans le jugement moralisateur, ce qui est le propre de l'afro-pessimisme, à toujours chercher des traîtres partout, des ennemis, des bounties, des aliénés, et j'en passe. Tout ça, c'est la même galaxie idéologique. On ne propose pas, on se contente de condamner toutes celles et ceux qui agissent dans une logique d'élévation. On condamne le système. Résultat, dès que vous êtes un entrepreneur, vous vous inscrivez dans le capitalisme, ben vous êtes un traître, vous travaillez, vous êtes un nègre de maison. Quand vous êtes un artiste qui sort un peu du cadre, ben pareil. Donc fondamentalement, il y a ces afro-pessimistes. Et à côté, et moi je m'en réclame, et j'espère qu'un maximum d'entre vous s'en réclament, les afro-optimistes tournés vers une dynamique d'élévation de soi par soi. Tournés vers une lecture qui ne s'enferme pas dans la couleur de peau, qui ne s'enferme pas dans, entre guillemets, dans la race. Ce n'est pas une question de couleur de peau aujourd'hui, la domination. C'est d'abord une question, et avant tout psychologique, intellectuelle, idéologique, en termes de projet. D'accord? Ce n'est pas une question purement de mélanine. Ça serait, encore une fois, j'insiste, s'égarer, en tout cas tomber dans le simplisme que de l'affirmer. Alors, il y a une différence entre les relations. Les Antillais n'ont jamais vu les Africains comme des profiteurs.
Il y a eu... Oui, non, mais évidemment qu'ils n'ont jamais vu comme des profiteurs, puisqu'il n'y a pas eu cette expérience qui s'est implantée aux Antilles pour que cette vision, pour qu'on voit les profiteurs, j'ai bien expliqué, c'est le contexte afro-américain. Si, pour que le copier-coller soit exact, il aurait fallu que des Africains aillent s'implanter et prospèrent localement. Est-ce que c'est le cas? J'en doute. D'accord? J'en doute. Donc, la comparaison, et je terminerai effectivement, il faut que je revienne sur cette comparaison, Antilles-Afrique, il ne s'agit pas de dire d'un côté, il y a les gentils africains qui veulent s'en sortir, et de l'autre côté, les Antillais, comme les Afro-Américains du ghetto, qui ne veulent pas s'en sortir. Non, non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a, d'abord, venant de nos parents, une distance réciproque, avec des procès d'un côté en identité, de l'autre en comportement, qui ont été entretenus pendant des décennies. Maintenant, aujourd'hui, nous vivons, nous partageons plus ou moins le même espace, en particulier en Île-de-France. Nous nous côtoyons, nous avons relativement grandi les uns avec les autres, et des barrières mentales sont tombées, ont évolué, même s'il y a encore un travail. Il ne s'agit pas non plus de passer d'un extrême à un autre. Il y a un travail. Reste que il y a une véritable connexion qui s'est mise en place. Alors, est-ce qu'elle se traduit dans le domaine économique, dans le domaine culturel? J'ai tendance à le penser. Quand on voit les salons qui sont organisés, que ce soit Back to Africa, Business Africa ou d'autres événements, il y a des Antillais qui tiennent des stands, à côté d'Africains qui tiennent des stands, et même des stands tenus par des Africains et des Antillais. D'accord? Je le crois fondamentalement. Maintenant, le travail en profondeur n'en est qu'à ses prémices. Pourquoi? Parce que pour que une fusion réelle sur le terrain de l'identité ait lieu, on en revient à l'imaginaire. Où sont les séries ou les films mettant en scène des personnages africains, des personnages antillais dans une même histoire et dans une collégialité? D'accord? Alors, information importante, en Guadeloupe, il y a toujours eu des Africains hautement respectés en Guadeloupe. Ben, merci de le préciser. Moi, la question, c'est de savoir, et j'invite celles et ceux qui y vivent, est-ce que il y a des Africains en nombre qui sont implantés, enfin en nombre en tout cas, parce que c'est toute proportion gardée, qui se sont implantés, qui ont prospéré. Moi, c'est vraiment cette dimension-là, parce que je rappelle qu'au boycott, la goutte d'eau est partie du salon, le super salon, supermarché de la coiffure, qui éclabousse de toute sa puissance la conscience afro du ghetto, et qui montre que finalement, une success story économique est portée non pas par un enfant de Baltimore, du New Jersey, du Queens et j'en passe, mais par une Camerounaise, mais par une qui vient de là-bas. D'accord? Donc, est-ce que, je serais curieux de savoir, est-ce que sur place, aux Antilles, ce type de success story existe? Alors, les Africains ne doivent pas forcer les sympathies à leur endroit. C'est pas leur lumière propre qui réussiront. Alors, est-ce que merci de cette remarque, est-ce que j'ai fait comprendre qu'il fallait forcer la sympathie? Alors, si c'est le cas, j'ai dû manquer alors de pédagogie. J'essaye juste d'expliquer que la cohabitation, pour qu'elle se transforme en fusion, en collaboration, en collégialité, cohabitation, voilà, on partage le même espace. Maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'on partage les mêmes sentiments, qu'on partage le pain, qu'on partage les mêmes fêtes. Pour qu'il y ait une communauté panafricaine, il faut qu'il y ait plus que cela. Il faut qu'on se regarde sur un pied d'égalité, et pour que ça puisse advenir, la volonté, c'est bien beau, des slogans comme ça en l'air, mais dans les faits, tout part de la psychologie. Il faut qu'on ait en partage les mêmes, en tout cas un panthéon. Ça, c'est évident. D'accord? Et ce panthéon, à défaut qu'il puisse être historique, même si il est important que les uns connaissent Césaire, Fanon, et les autres connaissent Ompateba chez Anta Diop, cela va de soi, avec le pont incarné par Kalala Omuntunde. Il n'empêche qu'il faut maintenant que des créateurs du soft power, donc des scénaristes, des romanciers, rédigent des ouvrages mettant en scène des héros issus de ces différentes origines. Et ça va accompagner très clairement cette construction d'un sentiment d'appartenance. Parce que pour le moment, ce sentiment n'est pas encore très très marqué. La manifestation pour la vie chère
celles qui se sont tenues à Paris, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'Africains. De la même manière que les manifestations pour dénoncer le drame qui secoue le Congo, je suis pas sûr non plus qu'il y avait beaucoup d'Antillais. D'accord? Donc, il y a encore un chemin à accomplir. Il y a encore une montagne à gravir. N'empêche que elle est, en tout cas je l'observe et j'en suis convaincu, elle est déjà en marche. La dynamique est déjà en marche. Et pour qu'elle perdure, il faut se préserver, non pas contre des ennemis, mais contre une vision pessimiste. C'est vraiment l'opposition pessimisme-optimisme, pas ennemi ou allié. C'est clairement d'ordre psychologique. Afro-américains et Antillais également sur leur histoire, leur identité musicale, leur combat sur leur exil. Ils peuvent donc également ressentir les mêmes choses. Voilà, c'est à peu près ce que j'essaye de dire. C'est qu'il y a une forme de jumélité entre les Afro-Antillais, les Afro-Caribéens et les Afro-Américains. C'est ce qui m'a permis de faire un parallèle. Maintenant, à nous de comprendre, pas de juger. Là, c'est une perte de temps, juger. Ouais, c'est des vendus. Pas du tout. Pas du tout. Et pour être honnête, même... moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être en faire sursauter plus d'un. En tant que formateur, je suis contacté par des Africains autant que par des Antillais. Et je constate que bien souvent, les Antillais sont relativement plus rigoureux à bien des aspects qu'un certain nombre d'Africains. Donc il n'y a pas d'un côté les bons, les mauvais. Il y a un rapport au monde, un rapport à l'excellence qu'on doit articuler de concert et sortir des procès d'intention, des jugements identitaires qui polluent en permanence nos échanges. Un désaccord entre Antillais et un Africain, ça devient tout de suite « Ah, mais toi, tu dis ça parce que t'es Africain. Ah, mais toi, tu dis ça parce que t'es un Antillais. Ah, t'es un vendu. Ah, t'es un bounty. Ah, toi... » Alors qu'on aurait davantage, notamment le livre de Roselmack, il est temps de renaître, a toute son importance dans cet espace. Roselmack ou d'autres, il incarne à merveille ce que moi j'appelle de mes voeux le Ubuntu cartésien. L'Ubuntu cartésien, c'est je pense parce que nous sommes. C'est l'élévation de soi d'abord individuelle, l'excellence individuelle dans la réflexion, voilà, tout simplement Nord, je vais revenir dessus, merci. L'élévation de soi individuelle, mais au service d'une vision collective. Harry Roselmack, je ne parle pas du journaliste, ce qui n'est pas que cela, il est également aussi un homme de pensée, un métaphysicien même, si j'ose dire. Eh bien, il a rédigé un certain nombre d'ouvrages méconnus du grand nombre, néanmoins, je peux vous assurer qu'ils valent leur pesant d'or. Il s'inscrit dans cet élan-là, dans lequel je m'inscris, d'autres s'inscrivent également, et qui nous permettront, en tout cas, à un certain nombre d'entre nous, toujours la qualité plus que la quantité, eh bien, de construire, de marcher vers cette renaissance qui est déjà en place. N'ayez aucun doute là-dessus. La renaissance du continent, par la renaissance de nos cerveaux, de notre vision du monde, quelles que soient les obédiences religieuses auxquelles nous appartenons, ce n'est pas le sujet. Il y a au-dessus de nos foi, il y a le projet. Et au-dessus du projet, il y a l'estime de soi. L'amour de soi, l'estime de soi, le renforcement de soi par soi. Ça passe par la connaissance, ça passe, moi j'ajouterais même par l'élégance, par un rapport au monde souverain, noble, et comme l'ont incarné au Met Gala, les Afro-Américains, et comme l'incarnent de plus en plus d'Africains à travers différents festivals. Donc ce chemin-là est bel et bien en place, et ce sera en guise de conclusion, les boycotts, en tout cas les volontés boycotts, certes au départ peuvent nous secouer, mais au final, ne peuvent que nous réjouir. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est quand vous vous rapprochez du sommet que le diable jette toutes ses forces dans la bataille pour vous faire chuter. D'accord? Pour moi, ce boycott va être un pétard mouillé. Il ne va pas occasionner une guerre en interne, fratricide, si je puis dire, entre les Afro-Américains et les Africains. Non. Il met en lumière, justement, la nécessité qui est déjà, qui n'est pas verbalisée, mais qui le sera davantage, bien de poursuivre
cet effort de réconciliation, de retrouvailles, mais pas juste pour faire des hugs, non, pour construire, pour donner au continent une prospérité via la diaspora notamment, mais pas que évidemment, et la diaspora compétente, pas juste en mode ouais je t'ai capté ou you know what I mean. Non, la diaspora compétente qui après avoir accumulé du savoir aux quatre coins du monde vient le mettre à la disposition de celles et ceux qui n'en ont pas bénéficié pour des raisons matérielles et géopolitiques sur le continent. C'est à ce prix que se fera notre véritable renaissance et qui est déjà en train d'être mis en marche. Cheikh Modibo Diarra, après avoir travaillé à la NASA, il implante de plus en plus des centres de recherche. Christian Happy également. Fred Swaniker également. Donc c'est autant de noms et j'en passe. Hein. Attention, là je vous ai donné 3 noms, il en existe des dizaines. Donc cette dynamique-là est fondamentalement en marche. Donc le boycott doit plus nous faire sourire que nous faire enrager. D'accord ? Plus nous faire sourire. Il témoigne, voilà, d'une forme de jalousie, d'une forme de frustration qui, voilà, agite un peu certains Afro-Américains du ghetto, mais qui ne peut pas freiner la marche de l'histoire. C'est ce que moi je tenais à évoquer, à dire ce soir, qui ne peut pas freiner la marche de l'histoire. Et la marche de l'histoire va dans le sens de cette réconciliation entre les membres de la diaspora, mais surtout, parce qu'il ne s'agit pas encore une fois de la couleur de peau ou du phénotype, non, les membres de la diaspora qui s'inscrivent dans une élévation en visant l'excellence. L'excellence, c'est comme la perfection. On la poursuit. On ne l'atteint peut-être pas tout de suite. Enfin, la perfection ne l'atteint pas. L'excellence non plus. Mais au moins, on l'a en tête. Ce qui nous oblige à nous remettre en question, à en permanence évoluer dans une logique d'apprentissage, de questionnement, et non pas de s'enfermer dans un ego et dans finalement une victimisation où tout est noir, où tout est le système, où on ne peut rien faire, où on se contente d'attendre le grand soir, ou alors de liker des propos incendiaires que l'on voit sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont aucune prise sur le réel. Alors, en guise de petit accompagnement pour vous ce soir, je vous suggère la lecture de l'ouvrage de Leroy Jones, Le peuple du blues, d'accord ? La musique noire dans l'Amérique blanche, pour sous-titre. C'est l'ouvrage qui résume ce que j'ai essayé de vous expliquer quant au rapport, quant à la construction de l'histoire des Afro-Américains autour de la musique. Quelle est la place de la musique dans la construction des Afro-Américains? Donc, comme vous le voyez là, symbolisé un père avec ses 2 enfants. Bon, il manque les filles et les femmes, évidemment, mais la symbolique, elle est quand même là. D'accord? Transmission par la musique, l'appartenance par la musique. Je vous recommande également Americana, évidemment, de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est devenu un classique. Écrivaine nigériane qui débarque aux États-Unis et qui raconte une histoire d'amour entre les 3 continents, où elle évoque justement ces conflits identitaires avec les angles morts qui sont mis en lumière par le regard africain ou d'autres par le regard afro-américain. Donc on apprend davantage des uns des autres, plus que on ne s'oppose. C'est ça l'importance des regards différents des diasporas. Donc, de la même façon que l'Antillais peut apprendre, même à vocation à enseigner à l'Africain certains aspects que lui, il ignore compte tenu de son paradigme, et inversement. Et c'est cela la fusion, la synergie dans l'optique de cette renaissance panafricaine que l'histoire appelle de ses voeux. Et enfin, dernier ouvrage, Le rôle du nègre dans la culture des Amériques. Celui-ci, c'est un peu le recueil des textes d'Alain Locke, l'un des pères fondateurs de la Harlem Renaissance, et qui est très instructif, très riche, et qui vous permettra de voir ce que j'ai essayé de vous expliquer avec plus de détails, plus de références, plus de subtilité, évidemment, que je n'ai pu le faire. Donc en somme, 2 communautés afro aujourd'hui se partagent, si je puis dire, le titre de communauté afro, la communauté afro optimiste et la communauté afro pessimiste. La communauté de Ryan Coogler, combative, et la communauté de Tyler Perry, victimaire. Est-ce que la deuxième doit être accablée? Non. La deuxième doit être aidée
il n'est jamais trop tard pour prendre conscience qu'on est enfermé dans une dialectique, dans un logiciel victimaire. Il n'est jamais trop tard. D'accord ? Donc, il suffit parfois d'une discussion, d'une référence littéraire pour que les yeux s'ouvrent et que l'espoir renaisse et qu'on se retrousse les manches, surtout quand on vit en Occident et que l'on a à notre disposition un certain nombre d'éléments de connaissances à notre disposition. D'accord ? Et concernant les afro-optimistes, nous sommes de plus en plus nombreux. La nouvelle génération attend de nous beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices en termes de transmission. On a un devoir de transmission. Quand France Fanon évoque le fait que chaque génération doit trouver sa mission et l'honorer ou alors la trahir, à mon sens, la mission de notre génération, c'est fondamentalement d'être des professeurs, d'être des marathoniens de la transmission, de réveiller le feu du savoir dans le cœur d'un maximum de jeunes et surtout d'alimenter en eux la volonté de s'armer de connaissances jusqu'aux dents, comme disait Cheikh Anta Diop. Le pouvoir passe d'abord et avant tout par le savoir. Devenir un expert, quel que soit le domaine, devenir un expert. La lutte contre le racisme, le temps que l'on passe à lutter contre le racisme, c'est le temps que l'on ne passe pas à lutter contre la médiocrité. D'accord ? Il faut retenir cet impératif fondamental. Mettons de côté la lutte contre le racisme, laissons-le aux afro-pessimistes, aux afro-caliméraux. Concentrons-nous sur l'afro-optimisme, sur la lutte pour l'excellence, la lutte contre notre propre médiocrité, contre la paresse, contre la procrastination. C'est cela la vraie lutte en interne quand on vit aujourd'hui en Occident, parce que on ne subit pas des lois de Jim Crow. Alors oui, il y a encore des mentalités, il y a encore des discriminations, il y a encore certaines barrières mentales. Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que quand on excelle aujourd'hui, on a accès à un certain nombre de possibilités d'émancipation. Et à côté de ça, surtout, ensuite, on est utile aux nôtres, notamment sur le continent. Il y a un appel d'air. Stanislas Zézé le dit tous les jours, le grand frère qui est à la tête d'une agence de notation, ce n'est pas rien. Donc c'est un éclaireur sur le terrain économique. D'autres intellectuels sur le continent le disent très bien. Il y a vraiment un appel de l'histoire et auquel déjà beaucoup ont répondu. J'espère que vous en ferez partie. En tout cas, moi, je vais contribuer à ma mesure à faire en sorte que ce soit le cas. Voilà, merci de m'avoir accordé votre attention ce soir. J'espère avoir contribué à vous apporter un éclairage sur la réalité identitaire entre les Afro-Américains, entre les Afro-Américains et les Africains, et surtout avoir contribué à mettre en lumière le sens de l'histoire, la marche de l'histoire. C'est ce qu'il faut retenir. La marche de l'histoire va dans le sens de l'afro-optimisme, va dans le sens de la rencontre, de la réconciliation et par-dessus tout de la fusion synergique entre les différents membres de la diaspora, pour peu qu'ils s'inscrivent dans une logique d'excellence. Ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas le nombre, hein. C'est chacun doit être fort dans son domaine. Et ensuite, on se réunit, quel que soit le domaine économique, culturel, politique, agriculturel, peu importe. D'accord ? C'est ce qu'il fallait retenir. Donc merci à tous. Évidemment, le live sera enregistré, il sera à votre disposition. Et enfin, pour celles et ceux qui sont disponibles et qui veulent changer leur vie en maîtrisant le pouvoir des mots, je rappelle que je délivre une masterclass le 10 août prochain à 18h. Je rappelle que je délivre une masterclass le 10 août. L'accès est gratuit, mais encore faut-il que vous soyez inscrits. Et il se trouve que les places sont limitées. Le lien se trouve dans la bio, le lien d'accès. Inscrivez-vous, soyez présents, parce qu'il ne faut pas prendre une place et ensuite déserter. Les places sont limitées, je répète. Et je vais vous transmettre ce 10 août, pendant 2 heures, 2 heures et demie, le pouvoir des mots. Je vais vous donner des clés concrètes à mettre en application et votre vie sera changée. Moi, c'est mon domaine, c'est ma contribution, c'est ma mission. Vous armer, pas simplement de connaissances, mais vous armer de mots jusqu'aux dents, afin que vous soyez des armes nucléaires au quotidien, dans vos interactions, dans votre capacité à raisonner avec votre logos, dans votre capacité à convaincre, dans votre capacité à maîtriser vos émotions, le tout étant lié. Votre raison, votre cœur sont liés par le logos, c'est-à-dire la partie divine que Dieu a mis en vous. Que chacun se le tienne pour dit. Encore merci pour vos marques de considération, vos marques de
de confiance. Ça constitue mon carburant. La route est encore longue. Regardez, j'en perds mes mots tellement là, c'est un peu la fatigue qui prend le dessus. Morphée essaye de m'agripper. Et je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, si vous avez été satisfait, faites-le moi savoir. Ça me donne encore plus d'énergie pour la semaine prochaine. En attendant, soyez attentifs aux vidéos que je vais vous distiller. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez participer à la masterclass gratuite pour changer de vie. Sinon, n'oubliez pas aussi, lisez ou mourrez. On s'est dit à très bientôt.